Je vais faire à moitié un plaidoyer, à moitié des moyens d'action sur des espaces sûrs pour les développeuses. Donc, je m'appelle Juliette Onma, on est à Paris RB. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, j'aime bien qu'on m'ajoute sur LinkedIn, ou me suivre sur Twitter. Et sinon, je co-écris une newsletter qui s'appelle Women on Rise, qui est sur Substack, mais qui ne parle pas que de Raise, mais qui parle beaucoup de femmes. Et du coup, qui est aussi de l'actualité web et des conseils de management, de carrière et tout ça. Donc, vous pouvez vous inscrire si vous voulez. Je parle d'espace safe. Lapsus. À la base, c'était un espace safe et c'est devenu des espaces sûrs. Donc, de quels espaces parle-t-on, du coup, dans quels espaces évoluent les développeuses? Donc, on a bien entendu d'abord le travail. Donc, ça peut être... il faut que je trouve un moyen de voir en grand là. Ça peut être donc des locaux, du coup les locaux c'est des espaces physiques, mais c'est aussi des espaces de communication verbale ou non verbale. Donc les outils de communication classiques, donc Slack, Discord, Jira si on aime ça, Trello, Notion, même si on n'aime pas ça, Confluence, les Google Docs ou en ligne sur Zoom. Les outils de travail, donc de code, parce que dans le code, il y a de l'écriture. On utilise aussi des librairies, des bases de données, les commits aussi, il va y avoir de l'écriture, donc de la communication, et tous les espaces de travail coopératif comme GitHub, GitLab et Bitbucket, si on les utilise. Et enfin, il y a aussi des moments de sociabilité, où on se retrouve soit à déjeuner, soit à faire des soirées, parce qu'on est jeune et qu'on aime bien... On aime bien sortir, ou des moments aussi de team building, donc plus sur des temps plus longs et pas forcément en semaine. Et après, on peut aussi être présent sur les réseaux sociaux, se suivre entre collègues sur les réseaux sociaux. Mais il y a d'autres espaces donc, pour les développeuses, donc les communautés de dev comme ici, donc, qui regroupent un peu les mêmes espaces, les locaux quand on se retrouve en physique, les outils de communication, les outils de travail, parce que vous savez qu'on a un GitHub pour Paris RB, donc si vous voulez, vous pouvez aussi contribuer à des moments de sociabilité, parce qu'on fait des déjeuners. Il y a les conférences, donc des moments plus exceptionnels et plus courts. Il peut y avoir aussi des Slack où on se retrouve. L'open source, c'est plus j'ai une vision de plus de coopération de travail en ligne. Après, il y a les moments de formation. Bon, moi, j'ai fait un bootcamp, donc j'ai pas fait d'école, donc je vais peut-être pas trop insister sur ce côté-là parce que je connais pas vraiment. Et après, comme j'ai dit, on est en ligne, on a un LinkedIn, on a un Twitter ou d'autres comptes à nos noms ou pseudos qui peuvent être retrouvés. Donc, qu'est-ce que j'entends par espace sûr? Pour moi, c'est un espace qui est égalitaire, où tout le monde peut évoluer sans discrimination, en se sentant serein, en se sentant en sécurité, en ayant les mêmes opportunités, les mêmes possibilités d'évolution que n'importe qui. Et comme j'ai dit, ça concerne tous les espaces précédents, que ce soit quand on veut participer à un projet open source ou sur nos lieux de travail pour avoir une promotion, ou dans une communauté si on veut s'impliquer, ou juste venir à des meet-up et se sentir bien et se sentir membre d'une communauté. Donc, aussi ce que je voulais préciser, donc moi je parle d'espace sûr avec une vision féministe et en termes de genre, mais dans le courant féministe on parle aussi il y a un courant de féminisme intersectionnel, donc qui prend en compte les différents aspects d'une personne, donc que ce soit son origine sociale, sa couleur de peau, son orientation sexuelle, et il doit y avoir d'autres choses que j'oublie parce que j'ai pas de notes. Mais un espace sûr, ça prend en compte ces différents aspects d'une personne. A contrario, quand est-ce qu'un espace n'est pas sûr? C'est un peu l'inverse de ça, c'est-à-dire être angoissé, ne pas se sentir capable de venir, ne pas se sentir capable de...
ne pas sentir qu'on peut participer, se sentir en danger, ne pas avoir les mêmes opportunités, être discriminé. Donc, j'ai lu récemment le livre d'une journaliste. Le livre s'appelle Technoféminisme et le nom de l'autrice m'échappe, mais du coup, elle parlait de... il y a aussi une intersectionnalité des haines, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment le négatif de l'espace sûr. Pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Est-ce que ça arrive dans la tech ? Est-ce que c'est vraiment un problème qu'on rencontre ou sur lequel on peut tomber souvent dans la tech ? Moi, je fais le postulat que oui. Donc ça peut... le travail peut être un lieu non sûr, selon les différents espaces que j'ai déjà cités. Oui, voilà. Je ne vais pas avoir le temps de détailler tous les cas, mais du coup, je vais juste vous bombarder de cas qui a eu, on va dire, ces 10 dernières années de Tinder. La cofondatrice, c'est la seule femme, est partie suite à un harcèlement sexuel. Uber, c'était une ingénieure. Betterworks. Donc c'est le CEO qui a été accusé de harcèlement sexuel. On connaît beaucoup, on entend souvent beaucoup parler du domaine du jeu vidéo. Donc là, c'était Ubisoft pour un environnement toxique. Google, du coup, qui a eu plusieurs affaires. Et on connaît bien la cancel culture, ça détruit la vie des hommes. Donc les 2 personnes qui étaient accusées de harcèlement sexuel sont parties avec 135 millions de dollars. Leur vie est brisée. Donc il y a également Blizzard, dont on a beaucoup entendu parler. Blue Origin, que je ne connaissais pas, mais qui appartient à Jeff Bezos. Zillow, Uber, Hyperloop One, Twitch aussi, et également des cas de racisme. Là, c'était un CEO à Portland, Facebook, qui a affirmé que du coup, Mark Zuckerberg considérait le harcèlement sexuel comme une blague, mais quand on connaît l'origine de Facebook qui consistait à comparer 2 femmes et voter pour qui était la plus belle, on ne s'étonne pas trop. Là, c'était un fondateur d'un bootcamp. Julie Ann Horvat, dont vous avez peut-être entendu parler, c'était une développeuse chez GitHub qui est partie après une discrimination liée à son genre. Donc à nouveau Google. Atlassian, qui s'était pris un petit backlash parce qu'un de leurs ingénieurs avait fait une blague au moment de... lors d'un talk, parce qu'il avait comparé un logiciel à sa copine parce que le logiciel interrompait tout le temps et se plaignait tout le temps. Pinterest aussi, qui a fait beaucoup parler de lui pour des questions de sexisme et de racisme, et vraiment là dans un cas d'intersectionnalité, justement. Apple aussi, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Cher Scarlett, qui est très active sur les réseaux sociaux et qui a dénoncé. Snap, et IBM, parce que voilà, c'est bien il faut qu'on parle d'IBM de temps en temps, ils existent toujours. Donc voilà, ils ont fait l'actualité. Du coup, je note aussi des exemples, j'ai noté aussi l'exemple dans les communautés. Un témoignage qui avait été très fort d'une développeuse qui elle parle d'harcèlement sexuel, mais c'était vraiment des violences sexuelles par un des membres importants de la communauté Scala lors d'une conférence. Ça, c'est un peu long, mais du coup, c'était pareil, une blague sexiste qui n'était pas passée en conférence. Et quand une femme a dit que la personne qui avait fait la blague devait s'excuser, il y a d'autres hommes de la salle qui sont tombés sur elle en lui disant qu'elle les mettait mal à l'aise. Si vous voulez des petits exemples comme ça, il y a le Geek Feminist Wiki. Je ne pourrais pas citer tous les cas, mais où il y a pas mal d'incidents sexistes qui ont été recensés. L'existence
de code ou de commentaires sexistes dans l'open source. Et bon, ben, bien sûr, dans la communauté par IRB, la condamnation de Thibaut Assus. Du coup, est-ce que c'est un problème systémique dans la tech lié à l'environnement startup où là, bah, j'ai donné que des exemples quasiment américains parce que c'était plus facile à chercher sur Hacker News. Mais du coup, en fait, on peut se dire, ben, en fait, c'est pareil partout, c'est depuis MeToo, il y a plein de dénonciations qui ont eu lieu. Qu'est-ce qui rend spécifique à notre domaine, en fait? Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de... Oui, effectivement, pardon, j'ai répété qu'une fois ce talk, donc je me répète. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au sexisme et aux violences sexuelles dans la tech? Ben, on parle souvent, à propos de ce milieu, de boys club, de bro culture, de bro grammar. C'était la première fois que je tombais dessus, mais apparemment ça existe. L'humour des fraternités. Et en fait, il y a plusieurs femmes qui ont témoigné de ce qu'elles ont vécu et de cette ambiance masculine et en même temps où il y a des niveaux de pouvoir qui sont très différents. Il y a l'existence, on va dire, de stars qui sont intouchables et invirables, qui font que quand on se plaint, c'est plutôt nous qui passons à la trappe plutôt que la personne accusée. Donc là, par exemple, il y avait Suzanne Fowler. C'est une participante au mouvement MeToo. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette couverture du Times sur la personne de l'année où ils avaient mis du coup plusieurs dénonciatrices. Et en fait, Suzanne Fowler, c'est la deuxième à partir de la droite, à côté de Taylor Swift. Il y a Anna Weiner qui a écrit donc le livre Uncanny Valley, qui a été traduit en français si jamais, où elle raconte cette ambiance de start-up et de bro-culture. Emily Chang qui a écrit carrément un livre qui s'appelle Brotopia. Et il y a un autre exemple de Sarah Wachter-Beuchter, pardon, je n'ai pas fait allemand, où elle montre comment cette culture toxique a aussi un impact sur ce qui est créé et ce qui est produit et sur les minorités qui peuvent utiliser les logiciels ou les produits créés. Donc, dans cette culture, ce que j'identifie comme une culture qui qui banalise les agressions, les violences. Donc c'est une atteinte à l'intégrité physique et psychique, mais c'est aussi des injustices comme des discriminations, des micro-agressions, et qui sont des situations pour les personnes qui les vivent, qui sont de minorité, sont des situations humiliantes, dégradantes, offensantes. Donc je vais revenir sur la petite liste que je vous ai donnée au début pour des différents espaces pour vous montrer justement comment cette ambiance délétère peut s'infiltrer partout dans tous les espaces dans lesquels on navigue en tant que femme et aussi en tant qu'homme, mais du coup pour lesquels les femmes, du fait de leur genre, peuvent être victimes de violences sexistes et sexuelles. Et pour ça, moi, je vais partir d'un exemple que j'ai vécu chez une agence web Capsence en Ruby on Rails. Donc c'était mon deuxième emploi, où du coup, j'ai connu une ambiance de bro-culture. Donc je parlais au début des locaux, ça peut être tout ce qui est décoration des lieux. Donc ils peuvent être, je parlais d'humour, de sensations d'humiliation, de sentiments dégradants ou offensants. Donc ça peut être ce type d'humour, mais ça peut être aussi des blagues sexistes ou sexuelles. Les outils de communication aussi sont des lieux où on peut aussi connaître des micro-agressions. Donc on peut faire par exemple attention aux emojis qu'on utilise. Donc est-ce que
les emojis sexuels devraient être autorisés sur les Slack. Enfin, je ne sais même pas si Slack a des options pour interdire certains emojis ou pas. Et après, il y a toute la question des emojis personnalisés. Donc là, c'est la peluche de la slide précédente qui a été transformée en emoji personnalisé de l'entreprise. Après, il peut y avoir aussi, comme j'ai dit, des agressions au sein des outils de travail. Donc ça, c'était une image qui était utilisée dans les SID, des sites sur lesquels on travaillait. Voilà, je sais pas. C'est vrai qu'il y a plein d'images différentes, mais du coup, celle-là m'avait un peu titillée. Après, comme j'ai dit, les espaces, c'est aussi des moments de sociabilité, donc les déjeuners, les soirées, les moments où on est ensemble et du coup qui font partie de la culture start-up. On est entre jeunes, on profite de la sociabilité de l'entreprise. Et du coup, ça peut être aussi l'espace de blagues, que ce soit sur des jeux en ligne ou juste, pareil, toujours dans la décoration ou dans des jeux. Donc là, c'était une voiture pénis en carton. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait du coup quand on est face à ça? Comment agir? J'ai marqué que c'est normal d'être en état de sidération. En fait, je ne sais pas si vous avez vu l'été dernier la vidéo avec Mediapart des femmes qui ont été agressées par Léo Grasset. Et à un moment, il y en a une qui dit il m'a fait une blague, il lui a dit une insulte qui était vraiment dégradante. Et elle dit je suis restée con. Et c'est vrai que c'est un peu ça, c'est on s'y attend tellement pas, c'est tellement surprenant. Et puis en tant que femme aussi, on a aussi l'habitude de minimiser les agressions et on a aussi une plus haute tolérance aux agressions parce que si on porte une jupe dans la rue, ça peut être une raison pour se faire insulter. Donc on apprend à juste vivre avec, et notamment au travail où il y a des relations hiérarchiques entre les différents employés. Donc c'est normal de ne pas réagir, de ne pas être capable de tout de suite s'exclamer ou de ne pas pouvoir montrer son refus, mais ça ne veut pas dire qu'on est consentante. Je ne vais pas rentrer dans le détail du droit parce que ça demande ça demanderait beaucoup de temps, et après je vous donnerai une référence sur justement l'analyse de droit. Mais voilà, du coup, il faut savoir reconnaître qu'on est victime. Donc ça peut être des symptômes de stress, d'irritabilité, où on est moins performante. On risque d'être isolé au sein de l'entreprise, donc il faut penser à prendre soin de soi d'abord, de pas rester seul, donc parler au sein de communautés safe. Moi, c'est lorsque je participais à, je crois que c'était Ruby, la RubyConf, il y avait un channel en non-mixité où j'ai dit que je vivais un humour que je ne supportais pas. Et une développeuse m'a conseillé de prendre systématiquement des captures écran, et c'est comme ça que j'ai commencé à le faire et qu'après j'ai pu constituer un dossier. Donc c'est important de chercher du soutien, de noter les preuves. Bon, après, on peut le signaler au sein de l'entreprise. Ça dépend. Si, bien sûr, on peut le faire, mais si ça fait partie de la culture d'entreprise, ça peut se retourner contre la personne qui fait la démarche. Il y a beaucoup d'exemples que j'ai donnés tout à l'heure d'entreprises américaines où c'était le cas, où les personnes qui se sont plaintes ont été individualisées, ont été présentées comme problématiques et licenciées. Mais après, ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment de la culture d'entreprise. Parce que j'ai un cas dans l'entreprise où j'ai été après, chez Aircall, où un collègue, à un moment, à une réunion, a dit Can I be a little bitch? Est-ce que je peux faire vous savez. Et du coup, moi, j'ai tout de suite été choquée en disant non, c'est pas possible, parce que du coup, j'avais un peu d'expérience. Et après, c'est mon manager qui, à la réunion suivante de one-on-one, m'a dit j'ai vu que ça t'avait pas plu, je lui en ai parlé, est-ce que ça va, est-ce que... Voilà, et après ça, il n'y a pas eu de nouvel incident et c'était réglé. Donc ça dépend vraiment de la formation des managers, je pense, et de ce qui est encouragé ou pas au sein de l'entreprise. Il faut se souvenir que c'est la responsabilité de l'employeur d'assurer le bien-être de l'employé.
Donc quand on voit un chantier, les gens ont des casques, sont protégés. Là, c'est pareil pour la santé mentale. Il faut se dire que c'est pas à nous d'expliquer aux collègues que c'est des gamins, que c'est pas drôle, qu'on est dans un environnement professionnel. C'est à l'employeur vraiment de le faire, et il a une obligation de résultat, pas simplement une obligation de moyens. Donc il ne peut pas se protéger en disant j'ai fait une formation, ça va. Non, il faut que ça s'arrête. Et après, en dehors de l'entreprise, il y a plein de ressources auxquelles on peut faire appel. Donc la médecine du travail, l'inspection du travail. Il faut savoir qu'ils ont une obligation de, je me souviens plus du terme exact, mais de discrétion. En gros, vous pouvez aller leur parler, et tant que vous ne rendez pas ça officiel avec un courrier en copie de votre employeur, ils peuvent rien faire. Donc vous pouvez vraiment aller leur parler pour demander conseil. L'AVHT, c'est l'association contre les violences faites aux femmes au travail, donc qui ont des heures d'écoute et qui sont de très bons conseils, et qui ont aussi des juristes. Votre médecin, psychologue, nous toutes, a un chat en fait, où on peut également demander conseil, être écouté, ou demander des associations, des psychologues. Et c'est un peu anecdotique, mais Allo Service Public au 3939, ça a l'air d'être un scam, mais c'est gratuit, je crois, je ne sais plus. Et c'est vraiment le service public, et c'est quelqu'un qui vous répond notamment sur le droit privé, donc qui peut être une solution. Si vous voulez chercher plus loin sur le harcèlement sexuel et agissement sexiste au travail, le ministère du Travail a sorti tout un guide qui est très intéressant, notamment sur la partie victime, pour comprendre qu'on est victime. Je parlais côté droit, donc il y a Maître Caroline Jonathan Fanglier, j'arrive pas trop bien à lire, qui a fait pour Mixit une conférence sur le sujet qui dure 50 minutes, donc c'est pour ça que je peux pas vraiment détailler, et je n'ai pas du tout l'ambition. Vaut mieux faire appel à des professionnels. Et sinon, la solution, c'est de ne pas mettre les pieds de base dans ce genre d'entreprise et les éviter avant d'être dedans. Du coup, il y a ce qu'on appelle les Whisper Network. C'est le terme pour désigner des réseaux féminins qui se mettent discrètement au courant des personnes toxiques ou des entreprises toxiques. Donc tous les réseaux en non-mixité, comme Ladies of Code Paris ou les Duchesses. On lit Women on Race aussi, on a un Slack qui est encore là. Et sinon, on peut regarder des avis avant de rejoindre l'entreprise sur Glassdoor, même si Glassdoor, c'est pas forcément sûr, parce que l'entreprise peut faire pression pour supprimer des avis négatifs. Vraiment ne pas hésiter à questionner en entretien sur est-ce que vous avez déjà eu un cas de blagues sexistes, de harcèlement, comment vous avez réagi. Et il faut se rappeler qu'en fait, il n'y a pas de diversité sans inclusion. Donc il peut y avoir des entreprises qui cherchent à avoir des femmes développeuses parce que ça fait bien sur la photo, mais en fait qui ne sont pas prêtes après à les inclure et à faire en sorte qu'elles se sentent bien. Donc c'est pas juste une bonne intention qui est suffisante, et c'est un point d'alerte nécessaire. Au niveau de... Pardon, je vais essayer de finir parce que ça fait longtemps que je parle. Au niveau des communautés de dev et conférences, j'ai écrit un peu une liste au Père Noël. Du coup, ça serait un code de conduite avec des moyens d'action. Donc ça ne veut pas dire n'agressez pas les gens, mais dire quelles sont les conséquences. Parce que la particularité des communautés de dev et conférences, c'est qu'il n'y a pas d'autorité en quelque sorte. Enfin, ça devient tout de suite plutôt des recours à la police. Enfin, c'est pas comme le travail où il y a une autorité qui dirige, même s'il y a des bénévoles et tout ça. Après, je sais pas, je dis juste ça de façon extérieure, mais je sais pas comment ça fonctionne au niveau du droit dans ces cas-là. Du coup, rappeler au début la définition d'espace sûr et les conséquences, comme j'ai dit, en cas de non-respect. Encourager la prise de parole, c'est-à-dire si jamais il y a une personne qui s'est sentie mal à l'aise, ne pas hésiter à faire un appel à témoins ou dire si d'autres personnes se sont senties mal à l'aise. Je parle aussi de financer des moments et espaces en non-mixité, justement parce que ça peut être des moments de sororité.
Donc là, j'avais mis une photo des Women on Non-Binary Zone Ways qui sont hyper actives sur la question et qui font justement des événements en non-mixité lors de grandes conférences Ruby. Pour finir, comment être un allié? Se former et s'informer. Donc si vous êtes resté 20 minutes, 25 minutes ici, vous avez déjà une petite formation, ou en tout cas des points d'alerte sur le sujet. On peut prendre la parole quand on est témoin de violences sexistes et sexuelles, mais du coup ça veut dire qu'on est capable de les repérer et qu'on ne va pas les minimiser, qu'on ne va pas dire « Ah mais c'est qu'une blague de bof, ah mais c'est que des gamins, ah mais moi je m'en fous ». Du coup c'est important aussi d'écouter la victime, de ne pas minimiser son vécu, de ne pas la culpabiliser aussi, de ne pas lui dire « moi j'aurais fait ça, je ne me serais pas laissé faire ». Enfin, on ne sait pas. Rappeler le droit, donc vous avez un peu des notions de droit maintenant, et les moyens de recours. Ne pas faire peur à la victime, ne pas lui dire non mais tu peux pas faire ça, tu risques pour ta carrière ou quoi que ce soit. Parce que déjà, elle est au courant. Il y a eu un MeToo et on a bien vu comment il y a des backlash et ce genre de choses. Mais surtout, en fait, il y a très peu de personnes qui prennent la parole et qui font valoir leurs droits. Parce que je rappelle que c'est des droits d'être considérés dignement. Et du coup, c'est pas forcément nécessaire de lui faire peur. Et on peut également être témoin et apporter son témoignage corroborant des événements au cas de procédure. Et aussi, là, c'est plutôt pour les managers ou les personnes responsables. Il faut comprendre que ce genre de discrimination de genre, ça amène à des parcours qui peuvent être hachés, où il peut y avoir des trous dans le CV. Et il faut aussi prendre ça en compte quand on a une personne en face, parce que c'est pas forcément, parce que c'est pas égalitaire pour tout le monde. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Ok, merci Juliette, c'est un sujet qui nous concerne tous, donc c'est très intéressant. Et je pense que la plupart d'entre vous ici ont déjà eu des formations. Moi-même, j'ai eu une formation, je pense, d'1 heure, mais la tienne est plus complète parce que moi, c'était que sur le scope entreprise. Et je trouve ça cool d'étendre à plusieurs sujets, comme notamment les rassemblements comme nous ici, ou même sur Internet, les communautés open source, etc. C'est très intéressant. Je pense qu'on va passer aux questions. Comme tout à l'heure, s'il vous plaît, levez la main, j'apporterai le micro pour le chat. Et si le chat, vous avez des questions, posez-les dans le chat et j'irai voir ce que vous demandez. Non, il n'y a pas de questions. Merci. Ma question, c'est combien de temps ça t'a pris de créer cette conf, d'y réfléchir, de concevoir les slides, de t'entraîner, etc. Pourquoi ? Pour que les gens se rendent compte du travail gratuit qui est réalisé aussi. En fait, j'ai fait les slides cet après-midi en 2 heures. Bravo. Du coup, Et les recherches, etc. Oui, les recherches, oui, mon petit moment, je voulais faire la blague, mon petit moment Bill Gates avec tout qui s'accumule comme lui quand il monte sur la plateforme avec, je ne sais pas si vous en souvenez dans cette conférence. Non, ça rappelle la personne. Ok, c'est pas grave. Mais du coup, oui. Non, je sais pas, 1 jour et demi. Mais après, je dirais 2 ans de process de se rendre compte de ce que c'est. Et aussi, c'est ça aussi qui est difficile d'être victime ou quand on est victime de ce genre de violence, c'est que on n'est pas préparé à être victime en fait. On n'est pas préparé, je veux dire, administrativement à ce que ça implique après de se lancer, l'impact que ça a sur sa vie personnelle, psychique et sur son entourage. Donc oui, ça prend du temps de process et de pouvoir après en parler comme je fais là. D'autres questions ? Sinon, moi j'en ai une, je vais te poser. Parce que je me demande, par exemple, depuis le Covid, alors je suis naïf, là, je ne suis pas expert dans le sujet, mais comme la plupart des entreprises sont passées en mode télétravail, voire full remote, hybride, etc., est-ce que tu penses que ça
a eu un impact positif, voire négatif. Parce que moi, ce que je dirais naïvement, c'est que par exemple, il y a plus de choses qui sont peut-être cachées, qu'on voit moins, qu'on pourrait voir par exemple dans des bureaux, que les collègues par exemple pourraient venir t'aider. Par contre, tu vois, en contrebalançant, tu peux te dire qu'au moins tout est logué, donc tu peux pas dire c'est parole contre parole vu que tu vois. Puis j'allais dire, il n'y a plus toutes ces interactions de bureau. Donc je me demandais, qu'est-ce que tu en penses toi à ce niveau-là? La VFT a fait une étude en ce moment sur ça, sur l'impact du Covid et du télétravail sur les violences, les VSS, je vais résumer. Et du coup, on peut regarder, mais moi, en tout cas, clairement, ça a plutôt empiré ma vie. Parce que je pense qu'il y a une barrière du côté en ligne qui a explosé que peut-être en personne, face à face, les personnes ne se seraient pas permises, quoi. Mais c'est d'autres types de violences. Après, oui, j'ai été protégée de regards, de moments alcoolisés qui pouvaient arriver en soirée ou ce genre de choses. Après, je me suis auto-restreinte de ne pas aller aux événements parce que justement, c'était pas possible vu l'ambiance. Ouais, je pense que c'est d'autres types de harcèlement, quoi, je pense. Ok. D'accord. Bah, merci pour ta réponse. Je vais voir si dans le chat, il n'y en a pas une. Au cas où. Si, il y en a une aussi. Vas-y, pose ta question et je vais voir le chat. Est-ce qu'il y a Bon. Est-ce qu'il y a des ressources pour sensibiliser les gens qui ne se rendent peut-être pas compte qu'ils agressent Ça, je sais pas. Franchement, je préfère m'adresser à des personnes qui sont sensibilisées au sujet et qui pourraient vouloir agir. Mais j'ai fait un thread hier, il y a des conférences qui ont eu lieu et justement, il y a une conférence, je peux la retrouver et la remettre après, je la mettrai dans l'événement, d'une personne qui était beaucoup plus avec des pincettes, on va dire, sur ce que c'est que juste de rire à une blague, mais quand même pas de s'identifier comme harceleur et se rendre compte que on peut avoir des comportements problématiques sans non plus être dans balance ton porc, quoi. Donc oui, il y a des conférences un peu plus soft, si c'est ça. Merci. Merci. On n'a pas forcément d'autres questions en ligne, donc si on n'a pas dans la salle, on va passer à la suite. Merci Juliette. Je vais te prendre